Voici la Corée du Nord, une nation souvent considérée comme l'un des pays les plus isolés au monde. Mais saviez-vous qu'il y a eu autrefois un projet de créer une zone type Hong Kong à l'intérieur du pays? L'objectif était d'ouvrir cette région au commerce et à l'investissement internationaux, ce qui contrasterait fortement avec le reste de la Corée du Nord. Inspirée par le succès de Hong Kong en tant que centre financier mondial, la Corée du Nord considérait la ville frontalière de Sinuiju, avec sa proximité des principales routes maritimes et son accès au marché chinois, comme un potentiel phare de prospérité économique et de coopération internationale. Mais comme nous le constatons aujourd'hui, cela ne s'est jamais réalisé. L'histoire débute en janvier 2001 quand Kim Jong-il, dirigeant nord-coréen, s'est rendu à Shanghai. Les responsables chinois ont essayé de l'impressionner avec la réforme économique chinoise. Il a visité des lieux d'intérêt économique, notamment la jungle de gratte-ciel de la zone économique spéciale de Pudong, quelques entreprises conjointes prospèrent et la bourse de Shanghai. On peut dire que cela a fonctionné car Kim aurait déclaré au dirigeant chinois Jiang Zemin que cela prouvait que la politique du Parti communiste chinois était la bonne. Mais ce qui l'a peut-être le plus intéressé, ce sont ses arrêts dans des fermes sous serre, en périphérie de Shanghai, où il a vu que l'on pouvait cultiver de la nourriture toute l'année. Pour Kim, c'était une potentielle solution aux pénuries alimentaires incessantes de son pays. Pour contextualiser, les années 1986 ont été dévastatrices pour la Corée du Nord, avec une baisse du produit intérieur brut chaque année de 1990 à 1998. Ce déclin rapide de la production économique, associé à une famine de 3 ans qui a coûté la vie à environ 2 millions de personnes, s'est avéré déterminant pour la suite des événements. Alors Kim a demandé à ses hôtes chinois qui étaient responsables de cela, et aux surprises, la réponse fut l'homme d'affaires sino-néerlandais Yang Bing, avec qui il a fini par entrer en contact. Au même moment, Yang était la deuxième personne la plus riche de Chine grâce à son entreprise d'orchidées à Shenyang, utilisant des techniques de jardinage modernes apprises aux Pays-Bas. Son expertise et ses approches innovantes faisaient de lui un candidat idéal pour diriger un projet révolutionnaire de la même envergure en Corée du Nord. Yang était prêt à reproduire son entreprise en Corée du Nord, alors lui et ses collègues se sont rendus à Pyongyang et ont construit une serre modèle à présenter. Kim Tong-gyu, membre du comité central du Parti des travailleurs de Corée et responsable des négociations avec Yang, a plutôt proposé une coopération sur un projet beaucoup plus ambitieux. Il a parlé à Yang de l'échec de la zone économique spéciale de Razong dans les années 90 et a dit que la Corée du Nord envisageait de créer une nouvelle zone de 10 miles carrés à Sinuiju, lui demandant s'il voudrait en être le directeur. C'était un geste d'une audace incroyable. Yang est chinois et jamais la Corée du Nord n'a donné ce genre de pouvoir à un étranger auparavant, encore moins à quelqu'un en Corée du Nord, en dehors de la famille Kim. Mais même dans ce cas, Yang n'a pas accepté la proposition rapidement. Il a accepté sous condition lors de sa prochaine visite à Pyongyang. Il voulait que la zone soit agrandie de 10 à 51 miles carrés, ce qui signifiait que le pont reliant la Chine à Sinuiju, également appelé le pont de l'amitié sino-coréenne, serait également inclus dans la zone. Mais surtout, il tenait absolument à ce que la zone ne soit pas une zone économique spéciale, ou zone économique spéciale, mais plutôt une région administrative spéciale, ou région administrative spéciale. La raison en est qu'une zone économique spéciale a simplement un régime économique spécial, tandis qu'une région administrative spéciale bénéficie d'une autonomie dans presque tous les domaines, sauf la défense et la politique étrangère. Cela avait beaucoup de sens, surtout en regardant Hong Kong et Macao, qui à l'époque venaient d'être établis depuis quelques années seulement et étaient les villes les plus prospères économiquement de Chine. Kim Jong-il, étonnamment et bien sûr à contre-cœur, a cédé aux exigences de Yang. Ainsi, en septembre 2002, la Corée du Nord l'a nommé premier directeur exécutif de sa nouvelle région administrative spéciale de Sinuiju. Nommer Yang Bin gouverneur signifiait que la Corée du Nord était prête à transférer le pouvoir exécutif de sa 5e plus grande ville à un étranger, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Yang a déclaré aux journalistes que sa nomination comme directeur exécutif montrait la volonté de la Corée du Nord de s'engager avec la communauté internationale et la politique. Cela est arrivé à un moment clé, car en janvier de cette année-là, le président américain George W. Bush a qualifié la Corée du Nord, ainsi que l'Iran et l'Irak, de faisant partie de ce qu'il appelait l'axe du mal, dont le désir de développer des armes de destruction massive menaçait la paix mondiale. La Corée du Nord est un régime qui s'arme de missiles et d'armes de destruction massive tout en affamant ses citoyens. La Corée du Nord a fortement détesté quelque chose. C'était peut-être même un facteur décisif dans leur choix initial d'accepter cela. Yang a aussi souligné que la création de la région administrative spéciale sino-juive stimulerait le développement économique de l'Asie du Nord-Est.
Il visait à lever jusqu'à 400 milliards de dollars en investissements directs étrangers, provenant non seulement d'entreprises privées, mais aussi d'institutions financières internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque asiatique de développement. Cette décision sans précédent signalait un changement majeur dans l'approche nord-coréenne de l'investissement étranger et de la gouvernance, indiquant une possible nouvelle ère d'ouverture économique. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Parce que Sinuiju-Esek est devenue une région administrative spéciale. Cela signifiait qu'elle fonctionnerait sous un système juridique, judiciaire et économique séparé du reste de la Corée du Nord, plus précisément de manière totalement capitaliste, sans aucune ingérence du gouvernement nord-coréen. La loi fondamentale, qui est en quelque sorte comme la Constitution, a été fortement calquée sur celle de Hong Kong, rédigée par d'éminents avocats de Hong Kong et de Macao, stipulant que la région administrative spéciale durerait 50 ans. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? Eh bien, la loi fondamentale de Sinuiju, inspirée du modèle de Hong Kong, a établi un cadre pour un haut degré d'autonomie basé sur le concept d'un pays, deux systèmes que la Chine applique. Dans ce dispositif, les gouvernements centraux resteraient responsables des questions militaires et policières, tandis que les autorités locales géreraient l'économie et les relations avec les investisseurs, permettant à Sinuiju de devenir un centre dynamique pour les affaires internationales. Cette division des pouvoirs visait à stimuler la croissance économique en s'affranchissant des restrictions typiques du gouvernement nord-coréen. Il ne s'agirait pas du même type de soi-disant gouvernance locale que la Corée du Nord pratique habituellement, où tous les élus de l'Assemblée populaire suprême sont en réalité simplement contrôlés par le dirigeant suprême, mais plutôt d'une véritable séparation, du moins à un degré bien plus fort que ce que nous avons vu auparavant. La zone économique spéciale de Sinuiju devait avoir son propre drapeau, précisément celui-ci, similaire à celui de Macao, ainsi que son propre passeport et blason, symbolisant son autonomie et son statut unique au sein de la Corée du Nord. La structure de gouvernance devait inclure un conseil de 15 membres, dont 8 seraient des étrangers invités de Chine, de Hong Kong, de Taïwan, d'Europe et des États-Unis. Le dollar américain était prévu comme monnaie principale, avec le coréen, le chinois et l'anglais comme langues officielles. Les étrangers profiteraient d'un accès sans visa et d'allègements fiscaux importants. Les Sud-Coréens pourraient entrer avec un document de compatriote, similaire au permis de voyage continental pour les Taïwanais. Quant à la manière dont la zone serait réellement aménagée, elle se trouvait déjà dans un emplacement géographique idéal. Située près de Dandong, ville commerciale dynamique de Chine et proche des routes maritimes principales grâce à sa position côtière, c'était l'endroit idéal pour que la Corée du Nord établisse une porte vers le monde extérieur pour favoriser sa croissance et son développement économique. Il restait encore à concevoir l'aménagement réel de la zone. Yang avait l'intention de construire une ville ressemblant à Shenzhen, où la majorité des édifices vétustes seraient rasés pour ériger à leur place des bureaux et des usines modernes. Mais d'abord, il a déclaré que 300 à 500 000 des habitants actuels de la ville devraient être réinstallés dans la partie sud de Sinuiju, qui ne faisait pas partie de la zone économique spéciale, tout en faisant venir à leur place des travailleurs qualifiés dotés de compétences techniques et administratives pour faire de la zone une puissance. Enfin, une clôture encerclant la zone serait érigée pour la séparer du reste du pays. Yang Bin était prêt à s'installer définitivement dans la zone économique spéciale de Sinuiju d'ici la fin octobre et à assumer son poste de dirigeant. Pourtant, dans un retournement de situation insensé, il a été arrêté juste avant cela, le 4 octobre, par les autorités chinoises et condamné à 18 ans de prison pour évasion fiscale et autres crimes économiques. Maintenant, beaucoup des accusations étaient liées à la construction de Holland Village, un projet de développement à thème néerlandais de 220 hectares dans la banlieue de Shenyang, similaire à la façon dont la Chine a copié d'autres villes occidentales, comme Tianducheng, inspiré de Paris, ou Hallstatt, inspiré de, Hallstatt en Autriche, et Jackson Hole, inspiré de Jackson, dans le Wyoming. Les accusations comprenaient la construction de propriétés sur des terrains achetés pour l'agriculture, mais certains suggèrent des motifs plus sombres en raison du timing. La Chine souhaite le développement de la Corée du Nord. En gros, ils leur ont donné l'idée de tout cela lors de la visite de Kim Jong-il, mais cela doit se faire selon leurs conditions. Il est largement soupçonné, voire même reconnu, que Pékin a rapidement pris cette mesure pour stopper la région administrative spéciale de Sinuiju dans son élan. Après avoir subtilement suggéré, dans un communiqué officiel du ministère chinois des Affaires étrangères, que la Chine a développé sa propre économie de marché socialiste aux caractéristiques chinoises, basée sur sa propre situation, et que ce modèle ne serait pas forcément adapté à d'autres pays. En somme, le souhait de Yang Bin et Pyongyang de transformer Sinuiju en un centre de commerce et de services financiers représentait une stratégie de développement économique susceptible de concurrencer le nord-est chinois déjà en difficulté. Si la Chine avait laissé la Corée du Nord diriger l'intégration économique,
elles seraient restées passives dans leur ouverture économique. Cela aurait restreint l'influence de la Chine sur l'intégration économique transfrontalière et son expansion en Corée du Nord. Par-dessus tout cela, la Corée du Nord a choisi de laisser la Chine dans l'ignorance de ses plans, ne prévenant l'ambassadeur chinois à Pyongyang que le 10 juin 2002, qu'une région administrative spéciale ouvrirait à Sinuiju 3 mois plus tard. Et on peut affirmer sans risque que la Chine n'a pas été impressionnée par la perspective d'avoir un autre Hong Kong à sa frontière nord-est. En conséquence, Pékin a choisi de bloquer la création de la région administrative spéciale et de poursuivre des stratégies d'engagement économique menées principalement par de petites entreprises privées chinoises. Le message était désormais clair. Pékin devait approuver tout développement près des frontières de la Chine. Au final, cette fin abrupte de l'implication de Yang Bin a mis tout le projet à Sinuizu à l'arrêt, et il était largement admis que le projet avait été abandonné. C'était du moins l'idée jusqu'en 2013, lorsque la Corée du Nord a révélé de nouveaux plans pour ce projet, annonçant la création de la zone économique spéciale de Sinuizu avant qu'elle ne soit rebaptisée zone économique internationale de Sinuiju en 2014. L'objectif restait identique, faire de Sinuiju le Hong Kong nord-coréen. Mais ceci, comme vous pouvez le voir, est un projet politiquement beaucoup moins ambitieux que l'idée de région administrative spéciale. Ce qui n'est pas surprenant puisque tout a été conçu par la société d'aménagement de la zone de Sinuiju, détenue par l'État, sans aide extérieure. Sa taille serait réduite à seulement 15 miles carrés contre 51 initialement. La zone réelle serait déplacée vers le sud de Sinuiju et le comté voisin de Ryongchon, où les Chinois et les Nord-Coréens ont construit le nouveau pont sur le fleuve Yalu, qui, après des années de retard, est enfin presque terminé pour remplacer l'actuel pont de l'amitié sino-coréenne. La zone économique spéciale de Sinuiju est actuellement composée de 68% de terres rurales, 19% de zones résidentielles et seulement 8% d'industrie. Alors que les zones rurales devraient disparaître et que les quartiers résidentiels devraient légèrement diminuer pour atteindre 16%, l'industrie devrait finalement occuper 28% de la zone. En examinant la carte du plan proposé, on constate que Sinuiju nécessiterait une transformation quasi totale pour passer d'une ville existante à une ville de stature internationale. Le plan vise à développer des secteurs tels que la finance, la fabrication, la technologie, la logistique internationale et les services commerciaux. Le plan nécessite également une nouvelle centrale thermique et un système complet de traitement des eaux usées, ce qui ressemble fortement à la zone économique spéciale de Raesan et à d'autres dans le pays. À la mi-novembre 2018, Kim Jong-un lui-même a inspecté une maquette à grande échelle des plans de réaménagement pour Sinuiju, visant à démontrer l'engagement de la Corée du Nord à moderniser Sinuiju et à attirer l'attention internationale. La maquette montrait une ville moderne avec de hauts immeubles, de larges avenues, un quartier sportif et de vastes zones industrielles. En 2018, une structure circulaire unique a émergé près du fleuve Yalu. Présenté d'abord comme un hôtel, il s'agissait en fait d'appartements résidentiels. À proximité, le théâtre de plein air de la jeunesse de Sinuiju, dont la construction avait commencé à la mi-2018, a été achevée à la fin de 2020 et une vaste zone industrielle entre la gare ferroviaire et le fleuve a commencé à voir de nouveaux chantiers à la mi-2020. Malgré leur importance, ces développements ne représentent qu'une partie de ce qui était prévu au départ. Si l'on prend du recul maintenant, cela fait plus de 10 ans que ce plan pour la zone économique internationale réduite de Sinuiju a été annoncé, et pourtant il y a peu de résultats concrets à montrer. Alors, qu'est-il exactement arrivé à la zone Sinuiju? Pourquoi n'est-elle pas encore devenue le Hong Kong de la Corée du Nord? Malgré les grandes ambitions, la réalité a fini par s'imposer. Bien que le succès des zones chinoises ait offert un modèle convaincant que la Corée du Nord a voulu imiter, ces deux pays sont différents. Le contexte politique et économique en Corée du Nord est très différent de celui de la Chine. La Chine avait la volonté et la capacité de mettre en œuvre des réformes économiques majeures, alors que les dirigeants nord-coréens sont restés beaucoup plus prudents et conservateurs. Ils ne pouvaient simplement pas accepter de céder tant de pouvoir au final. Pour comprendre les difficultés de la région administrative spéciale de Sinuiju et de la zone économique spéciale, il faut examiner le contexte plus large de la politique économique nord-coréenne. La Corée du Nord fait face à des défis majeurs pour réformer son économie sur le plan interne. Depuis sa création, le pays a été fortement dépendant d'une économie centralisée et planifiée. Ce système, caractérisé par la propriété étatique des moyens de production et un contrôle strict du gouvernement sur l'économie, est en conflit depuis longtemps avec les principes du capitalisme de marché libre. Bien que cette zone soit censée fonctionner indépendamment de la Corée du Nord, ils refusent d'ouvrir une partie de leur pays au monde. L'ouverture économique et les investissements étrangers sont perçus comme des menaces pour la stabilité du régime. La direction se méfie profondément de tout changement pouvant saper son contrôle. Ainsi, les tentatives de réforme sont minutieusement contrôlées et limitées.
L'idéologie du régime, le juche, la conviction que seul un État totalement autonome et indépendant peut permettre d'atteindre le véritable socialisme, rend difficile pour le régime d'adopter pleinement le degré d'ouverture nécessaire au succès des zones économiques spéciales. Avec une zone de liberté totale à proximité du pays le plus isolé au monde, il est inévitable que certaines choses finissent par s'infiltrer dans le royaume ermite. Les dirigeants nord-coréens ne veulent pas que leurs citoyens découvrent le monde extérieur, car cela peut déstabiliser le pays lorsqu'ils réalisent la gravité de leur situation. La Corée du Nord mise donc sur une sécurité maximale. Par conséquent, malgré les ambitions pour des zones économiques spéciales ou des régions comme Sinuiju, la volonté du régime de maintenir un contrôle strict sur l'économie et la société étouffe souvent la modernisation économique nécessaire et la coopération internationale. Cette contradiction inhérente complique la création d'un environnement véritablement propice à l'investissement étranger en Corée du Nord. De plus, la Corée du Nord subit de nombreuses sanctions internationales à cause de son programme nucléaire, qu'elle ne semble pas prête à stopper. La sévérité des sanctions entrave considérablement la capacité du pays à participer au commerce international, même s'il devenait plus ouvert. L'imprévisibilité du régime nord-coréen rend la situation trop risquée pour que les investisseurs s'engagent dans des projets à long terme. Les investisseurs étrangers nécessitent une garantie de stabilité et de cohérence absente en Corée du Nord. Malgré leurs propositions aux entreprises d'un bail de 100 ans en échange de leur développement, personne n'est réellement intéressé. Au final, la direction de Pyongyang souhaite vraiment moderniser l'économie, mais en même temps, elle ne veut pas changer les structures sociales et politiques existantes. Ils cherchent constamment des raccourcis, comme de petites zones économiques spéciales, qui pourraient stimuler leur économie dysfonctionnelle sans avoir à mener de réformes systémiques complètes. Voici une carte montrant le nombre actuel de zones. En 2013, 14 zones ont été lancées, 7 en 2014 et 2 en 2015. Les résultats sont restés similaires, avec presque aucun effet, hormis pour un petit nombre d'investisseurs chinois. Parce que pour la plupart des investisseurs chinois, sans parler des Sud-Coréens, pourquoi prendre le risque d'opérer en Corée du Nord alors qu'on peut profiter de sa main-d'œuvre du côté chinois de la frontière, avec une infrastructure bien supérieure et l'accès à un système financier fonctionnel? Donc au final, l'économie de la Corée du Nord ne décollera vraiment comme elle le souhaite que lorsqu'elle s'ouvrira enfin. Quant à la probabilité que cela se produise un jour, c'est aussi improbable que l'apparition d'un Hong Kong nord-coréen sans aucun changement. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.